Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur The young woman found hanging in the sprawling beachside mansion of her pharmaceutical tycoon boyfriend, Jonah Shacknai. Mayor, emergency, what are you reporting? Yeah, I got a girl hung herself. Okay, Yeah. is she still alive? I don't think so. des histoires étranges de l'ère numérique. En 2011, Rebecca Zahau, âgée de 32 ans, est retrouvée morte pendue du haut d'un balcon d'un manoir en Californie. Cette mort suspecte survient 2 jours après qu'un autre drame soit survenu au même manoir. Alors que les enquêteurs concluent au suicide, les proches de Rebecca ainsi que les internautes croient fermement qu'il s'agit plutôt d'un meurtre déguisé. Suivez-nous au cœur de cette histoire incroyable où la scène de crime ainsi que les preuves numériques nous envoient dans toutes les directions. Sébastien Lévesque, comment vas-tu ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va bien aussi, on est toujours en pleine pandémie, on Oui. garde nos distances Ouais. en enregistrant, on en a ras-le-bol. Assez, oui. Mais on fait ce qu'on peut. Au moins, il y a les podcasts qui sont là pour nous Oui. tenir bien divertis. Exact. Seb, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Mon cher Émile, ce soir, on a une collaboration spéciale avec la boîte à vin qui nous offre une bière sans alcool pour le mois de février, qui est le mois de la sobriété. C'est la Ghostbuster de la microbrasserie Le Trèfle Noir de Rouyn-Noranda. On la connaît bien, hein, le Trèfle Noir, elles font de bonnes bières et c'est une Ghost qui est sûre, salée, avec des notes de coriandre. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle goûte pratiquement la même chose que la Ghost habituelle. Donc Oui. c'est à s'y méprendre. Surprenante, effectivement. C'est une gracieuseté de la boîte à vin qui, eux, en fait, ils offrent la livraison de vin et de bière à domicile. Ils ont une boutique à Longueuil et à Montréal, dans Rosemont. Ils ont plusieurs produits sans alcool, des produits avec alcool aussi, bien évidemment. Oui. Puis leurs produits sont sélectionnés par un sommelier et généralement sont pas disponibles à SAQ. Donc, si vous voulez les rejoindre, c'est www.boîteavin.com. Et tu nous avais dégoté aussi une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Oui, une review super cool. J'ai découvert votre podcast en achetant votre premier livre et j'ai capoté. J'ai dévoré tous vos épisodes en moins d'1 semaine et j'ai sauté sur l'abonnement Patreon lorsque vous l'avez annoncé. Je suis fièrement parmi les 10 premiers abonnés. Et je vous écoute presque tous les soirs quand je travaille à mon resto, même que mes collègues de cuisine me demandent de mettre l'un de vos épisodes au lieu d'une playlist musicale. Merci. En autant Wow. que les clients ne sont pas exposés trop à l'épisode de BTK. Oui, effectivement. Shout-out à toi, mon cher ami, puis shout-out à tout le monde qui sont dans le milieu de la restauration. On sait que vous l'avez pas facile non plus. Oui, exact, t'as raison. On vous aime, on a hâte que vous réouvert afin d'aller à tous les soirs Oui. fréquenter les restos. Lâchez pas, et puis justement, si les podcasts peuvent vous aider là, à toffer, eh bien... on lâche heureux. pas. Yes. Yes. Aussi, si vous voulez obtenir nos épisodes en avance et nos after-shows, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. On a 2 forfaits. Le forfait Distordu, le forfait Oui Monsieur. Un gros merci à nos nouveaux abonnés. Oui. Un gros merci à nos auditeurs en général, à nos nouveaux auditeurs Oui, qui se oui. joignent à nous. On se rend compte qu'il y en a plein là, qui nous découvrent à l'instant, puis que soudainement, ils ont 87 épisodes à Ouais. écouter. Donc, il y en a qui seraient jaloux de votre Oui, situation. exact. Aussi, sachez que notre livre, le Distorsion 2, est maintenant disponible Ouais. en livre audio, Oui. entre autres sur Audible, Ouais. Audible, la plateforme de livre audio, mais sur les autres plateformes Oui, aussi. oui, oui, absolument. Oui, donc on a regardé ça tantôt, moi et Seb, parce que c'est nous qui narrons le livre. exact. Donc, il est d'une durée de 6h29. fou, Donc, là. Un gros au moment podcast. d'enregistrer l'épisode, ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a enregistré. Non. Donc, on savait pas la durée totale. Exact. Donc, 6h29
1h09 de contenu, c'est quand même un gros podcast. C'est moi puis Seb, on alterne, on narre chacune des histoires et aussi on amène des réflexions, donc on intervient un peu. C'est pas format podcast comme ça, là, on discute pas ensemble ça, mais vous pouvez entendre nos shows de voix en livre audio. Donc, un gros shout-out à ceux qui nous donnent des reviews. Il y a déjà 5 étoiles de reviews sur Audible. Merci à vous. Là, comme ça permet aux gens de mieux découvrir le livre. Oui, absolument. Merci. Et là-dessus, mon cher Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans la mort inexpliquée et inexplicable de Rebecca Zahau? Oui, madame. C'est parti. Yeah. Seb, l'histoire de ce soir est quand même assez spéciale. Ça fait des années qu'on la surveille, si on veut. Il y a beaucoup de contenu qui a été fait autour de cette histoire-là, mais en même temps, beaucoup de contenu qui se contredisent aussi. Donc, c'est intéressant de faire le tour de toutes ces sources-là. Je dirais que je serais surpris de trouver quelque chose qu'on n'a pas lu ou pas écouté par rapport à cette histoire-là. Parce que vraiment, c'est survenu en 2011, donc il y a eu beaucoup de choses écrites, il y a eu des développements jusqu'en 2018, même un peu plus récemment aussi. Donc, il y a plein de choses intéressantes à couvrir de ça parce que c'est une mort inexpliquée. C'est une série de drames qui sont survenus dans un manoir en Californie. Là, il n'y a rien de paranormal. Là. C'est pas parce qu'on dit manoir et tout ça. Là. Mais quoique, peut-être qu'il y a des théories paranormales autour de ça. Qui sait? Mais c'est vraiment un décès qui est très, très mystérieux dans des circonstances vraiment étranges. Une scène de crime ou scène de suicide qui est difficile à expliquer. C'est vraiment une histoire qui est passionnante, qui est très triste évidemment, mais qui est passionnante dans le sens où on dirait qu'on a envie vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment déroulé dans ce manoir-là là, ce soir de 12 juillet 2011. Vous allez voir, c'est une grande présence des preuves numériques aussi, mais on se retrouve aussi face à certaines lacunes du monde numérique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on trouve un cellulaire, par exemple, qu'on peut tout trouver dedans ou qu'on peut retracer tous les messages de boîte vocale et des choses comme ça. Donc, c'est quand même assez intéressant. On va avoir aussi un after show pour nos abonnés Patreon au forfait Oui Monsieur, où on va discuter un peu plus en profondeur d'un documentaire qui est sorti sur Amazon Prime là-dessus, ainsi que d'interviews aussi là, un peu plus obscures au sujet de cette histoire-là. Donc, on risque d'avoir un bon after show parce qu'effectivement, c'est une histoire où il y a beaucoup de stock. Ça risque d'être un long épisode. On va bien voir, mais commençons dès maintenant. Tout d'abord, qui est Rebecca Zahau? Eh bien, Rebecca, elle est née le 15 mars 1979. Elle avait 32 ans au moment des faits. Elle est d'origine birmane, née à Phalam, dans l'état de Chin, une ville située dans les collines au nord-ouest de la Birmanie, de son père, Kwa Ning Tang, et de sa mère, Zung Tin Par. Après avoir vécu au Népal et en Allemagne, donc c'est une famille qui a bougé énormément, elle s'est installée aux États-Unis dans les environs de 2001. Ses parents et la plupart des membres de sa famille vivent à Saint Joseph dans le Missouri. Elle a 3 sœurs, une sœur aînée, Mary, une sœur cadette, Snowem Horwath, qui vit, elle, en Allemagne, et une sœur adolescente là, du nom de Xena. Ils ont en tout 6 enfants de cette famille, 3 d'entre eux dont nous ne connaissons pas les détails et qui ne sont pas forcément pertinents à l'histoire d'aujourd'hui. Rebecca n'est pas seulement magnifique, elle est aussi très intelligente. Elle maîtrise plusieurs langues, l'anglais, le népalais et le hindi, ayant vécu dans plusieurs pays, dont l'Allemagne, le Népal et les États-Unis. Elle a travaillé comme technicienne en ophtalmologie jusqu'en 2010, mais elle a aussi plusieurs autres intérêts en dehors de son travail. C'est quelqu'un qui est très soucieuse de sa santé, très sportive. Sa sœur aînée, le Mary, l'a décrit entre autres comme étant une folle du monde de la santé. Donc, elle aime bien se nourrir et tout ça et se garder en forme. Aussi, c'est quelqu'un qui est très discipliné lorsqu'il s'agit de s'alimenter. Donc, elle ne boit pas d'alcool parce que, selon elle, c'est mauvais pour la santé. Puis, elle préfère prendre une boisson protéinée, par exemple, avant de prendre un verre d'alcool. Sa religion était également importante pour elle. La famille de Rebecca a été élevée dans la religion chrétienne et c'est ainsi que Rebecca s'est identifiée plus tard en tant
tant qu'adulte. Elle fréquente régulièrement les lieux de culte. Rebecca avait une personnalité empreinte de gentillesse. Elle était aussi là, très chaleureuse. Elle était là si vous aviez besoin d'elle, bref. Et sa personnalité, selon encore sa sœur qui a donné plusieurs interviews, là, illuminait la pièce lorsqu'elle y entrait. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Rebecca fait la rencontre de Jonah Shacknai en 2008, qui lui est un millionnaire, là, le fondateur de la compagnie Medicis Pharmaceutical Corporation. Elle fait la rencontre de Jonah pour la première fois à son travail. Cette entreprise-là, c'est une entreprise spécialisée en soins dermatologiques. Ouais. À ce moment-là, Rebecca, elle est mariée à un autre homme du nom de Neil Nalipa, mais le couple n'a pas d'enfant, du moins pas encore. Rebecca tombe amoureuse de Jonah sur le coup. Le poste de Shacknai chez Medicis a fait de lui le 9e PDG le mieux payé d'Arizona, avec un salaire de 6,4 millions de dollars en 2010. Quand même. Oui. Il a eu 2 mariages précédents. Son premier mariage avec Kimberly James s'est soldé par un divorce et une lutte de 3 ans pour la garde des 2 enfants du couple. Il a eu un fils, Maxfield Aaron, surnommé Max, avec sa seconde épouse nommée Dina Romano. Sans jugement, on présume que Jonah est un grand consommateur de produits de beauté. Là. Vous irez voir des photos. Là, son visage semble, disons, empreint de Botox. Oui. Mais c'est pas un jugement, mais on dirait qu'à une certaine époque, c'est plus comme ça maintenant, mais on dirait qu'à une certaine époque, c'était flagrant. Oui. On dirait que la peau se transformait comme une peau de poupée. Un peu. Chose qui lui, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de non naturel, même si ça l'est. Oui. On sent que c'est quelqu'un qui devait être dans les débuts du Botox, là, étant dans le milieu pharmaceutique. Puis il a dû en prendre dès le début, au moment où peut-être, c'était moins maîtrisé la technique. Oui, exact. Parce que même je regardais des photos de lui à différentes époques, là, pas des époques si lointaines, mais tu voyais l'évolution de son visage aussi. Là. Bref. À ce moment-là, Rebecca, elle cesse de travailler afin de passer plus de temps avec Jonah et ses enfants. Elle a ainsi mis sa vie entre parenthèses, comme elle dit, là, pour déménager à Coronado, en Californie, afin d'être avec Jonah et faire partie de sa vie à temps plein. Donc, elle a un peu abandonné sa propre vie pour vivre celle de son nouveau copain, parce qu'ils sont pas mariés, du moins pas pour l'instant. Non. Mais il semble que la vie avec Jonah n'ait pas toujours été facile. Les 2 adolescents de Jonah là, en voulaient d'une certaine façon à Rebecca et la situation a atteint un point tel que Rebecca envisageait de mettre fin ou du moins de mettre un frein à leur relation. Mais il n'est pas clair si Rebecca avait affirmé à Jonah comment elle se sentait là, précisément. Mais on sait que c'était pas forcément très facile entre eux. Là. Rebecca était souvent responsable de la garde de Max, avec qui elle s'entendait plutôt bien, mais elle devait vraiment faire toutes les tâches reliées à lui pendant que Jonah travaillait. Là. Elle l'amenait et le ramenait de son entraînement de football, et malgré tout, elle était quand même très proche de lui. Rebecca et Max s'entendaient très bien, d'après ce que la famille a pu observer, mais malgré tout, Rebecca était quand même ensevelie là, sous la routine familiale de Jonah, qui lui aime bien l'idée d'avoir une femme à la maison qui s'occupe de tout pendant que lui voyage, fait ses trucs de bureau et tout ça. Un peu une femme trophée. Là, si on veut. Exact. On dirait que ça lui plaît beaucoup, cette idée-là. Là. Elle doit s'occuper des repas, des petits déjeuners, des lunchs des enfants. Et Jonah, lui, tente même de contrôler un peu ses hobbies, là, les activités de Rebecca. Il souhaite, par exemple, qu'elle lise plus, qu'elle passe plus de temps à jouer avec les enfants, etc., là, tout en maintenant une vie, tout en s'entraînant, puis en maintenant une vie active. Là. Donc, le contrôle est quelque chose qui était très important pour Jonah Shacknai, je crois. C'est drôle hein, d'exiger ça de ta blonde, tu sais, quand toi tu le fais pas, puis c'est même pas ses propres enfants. On dirait puis surtout qu'elle a un peu mis sur pause sa vie, vrai, en fait, sa carrière, tout ça, pour vivre avec lui. Tu sais, on comprend que tu sais, c'est son choix. Personne l'a forcé à vivre avec Jonah, mais quand même, c'est particulier. Puis je soupçonne que ce soit pas le seul mari, là, peut-être, de cette génération-là ou de cette strate sociale-là à avoir le même type d'attente envers sa femme. Ah oui, je suis convaincu de ce que tu dis.
La relation entre Rebecca et Jonah était parfois tendue, comme tu le disais. La sœur de Rebecca, Mary, explique qu'elle n'a jamais senti que Rebecca et Jonah étaient amoureux. Du moins, ils n'étaient pas très démonstratifs entre eux. Là. Les deux ne semblaient pas enjouer de passer du temps ensemble, comme si le couple était un peu dysfonctionnel. Puis ça, c'est vrai que souvent, quand tu vois des couples comme ça, ça donne un indicateur, ou du moins, c'est vrai que ça envoie des drapeaux. Jonah doit aussi vivre avec des allégations qui pèsent contre lui. Ça, c'est fou. Là. Il y a des centaines de femmes de la compagnie Médicis qui ont porté plainte contre Jonah et d'autres employés. On parle d'environ 325 femmes qui ont porté plainte. C'est fou, ça. C'est beaucoup, là. Oui. Pour harcèlement sexuel. Oui. Apparemment que c'est pas tout personnellement contre Jonah, non. Lui, effectivement, il n'a pas le choix de, comme d'encaisser tout ça, en tant que président, mais quand même, je pense qu'il est inclus là-dedans. Là, il semble avoir vraiment une culture d'entreprise dégueulasse dans cette compagnie-là. C'est l'enfer, puis ça, en plus, le PDG cautionne ça. C'est sûr que les employés qui ont des pensées, ils vont pas se gêner. Là, c'est clair. Le tout a été réglé à l'amiable. Ça a impliqué des millions de dollars en dédommagement. Donc, il y a une drôle de culture d'entreprise qui règne là-bas. Là. En août 2009, Rebecca a été arrêtée pour vol à l'étalage après avoir dérobé des bijoux d'une valeur de 1000 $ dans un magasin Macy's de Phoenix, en Arizona, pour lequel elle a plaidé coupable. C'est assez étrange comme arrestation. C'est un peu contre nature pour elle. C'est pas son genre. En fait, les gardes de sécurité l'ont interceptée et elle a plaidé coupable de vol tout en devant verser 500 $ en amende là, pour son délit. Mais cet incident-là, ça ne l'a pas vraiment aidé à se faire accepter par sa belle famille, là, déjà qui avait de la misère un peu avec elle. Là. Apparemment qu'elle avait reçu un coup de téléphone troublant, le genre son frère s'était fait arrêter par la police ou quelque chose à ce moment-là, puis c'est ce qu'elle a utilisé un peu comme excuse en disant j'ai été distraite, je suis sortie du magasin pour parler au téléphone sans payer les bijoux. Sait-on jamais. Oui, ça se peut, mais je trouve ça bizarre, mais c'est vrai que c'est arrivé dans l'histoire qu'il y a certaines personnes qui ont fait des vols comme ça, inexplicables un peu, sans raison, sans qu'ils soient kleptomanes ou quoi que ce soit. Des fois, on dirait qu'il y a un glitch dans le cerveau. Sa relation avec les ex-conjointes de Jonah, qui a eu des enfants de 2 relations précédentes, est parfois houleuse. La mère du petit Max, Dina Shacknai, a épousé Jonah en 2002 et ils ont eu Max en 2005. C'est drôle qu'ils gardent, quand ils divorcent, ils conservent le nom de famille quand même. Oui, Ça m'a toujours... très patriarcal. Oui, encore une fois, c'est exact, t'as raison. Le couple s'est par la suite divorcé en 2008, l'année où Jonah a rencontré Rebecca. Max était alors âgé de 3 ans. Dina digère mal que Jonah se soit remis en couple si peu de temps après leur divorce, surtout avec une femme plus jeune qu'elle qui n'a pas d'enfant. Elle ne lui fait pas confiance, puis elle sent que c'est peut-être juste une gold digger là, qui est attirée par l'argent de Jonah. Mais tu sais, pour être franc, là, Seb, Rebecca, elle pourrait claquer des doigts puis avoir l'homme qu'elle veut. Oui, c'est clair. Je vois pas pourquoi Dina l'accuse ainsi là, de se retrouver avec Jonah Shacknai. En plus, il semblerait que Rebecca adore les enfants puis qu'elle s'occupe très bien de Max. Donc, d'une certaine façon, elle lui sert bien. Là. Oui, t'as 100% raison, mais des fois, même quand t'es séparé, il doit y avoir une forme de jalousie. T'as peur que la belle-mère prenne une place... une partie de ta place de mère. Des fois, je peux comprendre pourquoi c'est les belles-mères. Oui, c'est ça, exact. Rebecca semble tout de même avoir un peu peur de Dina, sachant qu'elle est la mère de Max et que c'est elle, évidemment, qui l'élève à temps plein. C'est un peu ingrat comme tâche, là. Ça fait d'elle une personne à qui l'on peut tout reprocher. C'est ça, c'est... pas facile d'être une belle-mère. En même temps, les parents de Rebecca, qui ont des valeurs traditionnelles, ne sont pas non plus si enchantés de la voir en couple avec Jonah. Ils croient plutôt que Jonah, qui est un homme plus vieux qu'elle, l'utilise plutôt comme une femme trophée puis comme une babysitter. Et eux, ils souhaiteraient plutôt que Jonah l'épouse pour concrétiser leur union. Comme ça éviterait peut-être qu'il y aurait l'impression qu'elle abuse de lui. Là. Bref, cette union semble créer beaucoup d'insatisfaction dans
dans leurs familles respectives. Les choses vont prendre un tournant tragique et inattendu là, à l'été 2011. Jonah Shacknai et Rebecca vivaient au manoir Spreckles, là, qui est situé sur Ocean Boulevard à Coronado, en Californie, avec le fils de Jonah, là, Max, qui est âgé, lui, de 6 ans, justement, dont la mère est Dina Shacknai. Coronado, ça semble être un peu un genre de country club. Oui, là, c'est beau. Oui, c'est cossu. Ouais. Tu sais, je pense même que c'est une genre d'île. Ah, donc, oui, c'est oui, très select comme endroit. Là. C'est des belles grosses maisons là, qu'on retrouve là. Oui, oui. Puis Jonah Shacknai aurait sa maison d'été qui s'appelle le manoir Spreckles, situé dans cette ville-là. Ouais. Puis c'est une ville qui a pratiquement zéro crime. La plupart des crimes, c'est des vols de vélo. Ah oui. C'est étrangement. Le 11 juin, Rebecca était la seule adulte de la maison et s'occupait du jeune Max en compagnie de sa sœur Xena, qui, elle, est âgée de 13 ans, la sœur de Rebecca. Oui. Donc, Rebecca avait fait venir sa petite sœur de 13 ans, qui, elle, je ne sais plus trop où elle réside, mais elle n'est pas à Coronado, mais elle l'a fait venir en avion, est allée la chercher et tout ça pour passer un peu de temps avec elle. Selon sa version des faits, Rebecca se trouvait dans une salle de bain en bas et Xena était sous la douche dans une autre salle de bain lorsqu'elle a entendu un gros bruit de fracas dans la maison. Rebecca a déclaré avoir trouvé Max, le jeune garçon, en bas des escaliers et avoir appelé le 911 immédiatement car à ce moment, il était toujours conscient, mais semblait très éméché, comme s'il avait tombé ou que quelque chose était tombé sur lui ou quelque chose comme ça. Là. Les secours sont vite arrivés sur les lieux. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés, Rebecca a allégué que lorsqu'elle a couru là, de la salle de bain vers Max, celui-ci était conscient et il disait, là, il murmurait le mot Ocean, qui est le nom là, du chien que la famille possède. Là. À la fin de l'appel de Xena au 911, on peut entendre Rebecca lui crier « N'ouvre pas cette porte » alors que les ambulanciers se tenaient sur le porche de la maison. Donc c'est bizarre un peu cette phrase-là. Là. Un secouriste qui était présent a également témoigné devant le tribunal qu'il avait entendu Rebecca dire, entre autres, « Dina va me tuer » en parlant de la mère là, de Max, pendant que les ambulanciers s'occupaient de Max. Donc c'est quand même un appel 911 assez troublant là, qu'ils ont reçu cette journée-là. Et puis vous allez voir, c'est assez inexplicable aussi cet accident-là de Max là, qu'il a dans les escaliers. Là. Jonah, lui, a déclaré avoir été informé par Rebecca le 11 juillet 2011, alors qu'il s'entraînait au gymnase, que Max avait eu un accident. Il s'est immédiatement précipité chez lui et a suivi l'ambulance à l'hôpital. Il est retourné à sa résidence le 11 juillet 2011 en début de soirée pour prendre une douche et préparer quelques vêtements. Il est retourné à l'hôpital, il n'est pas retourné chez lui là, à Coronado afin de rester au chevet de son fils. Son ex-femme, Dina, la mère de Max, se rend aussi en toute urgence à l'hôpital. Donc, cet accident-là est quand même assez bizarre, le Seb. Là. Ça arrive à un moment où il n'y a pas de témoins. Les deux femmes, Rebecca et Xena, sont toutes deux dans des salles de bain au moment où ça arrive. Puis le petit Max se retrouve vraiment mal en point. Là. On ne sait pas s'il a déboulé les escaliers, s'il a tombé du premier étage ou s'il s'est cogné d'une autre façon. Mais vous allez voir, on va l'analyser un peu plus clairement, là, cette scène d'accident. Là. C'est pas clair exactement comment il est tombé en bas de l'escalier. Chose certaine, la cause de la mort reste très ambiguë au point où les autorités vont ouvrir une enquête. Près de son corps, on a trouvé une partie du chandelier plafonnier qui était suspendu dans la cage d'escalier. Donc, il y avait un très gros plafonnier, un peu comme des fausses chandelles qui étaient suspendues au plafond. Ouais. Puis, l'escalier, en fait, se trouvait un peu autour de ce chandelier-là. Là. Oui, tu sais, les grosses maisons, là, c'est des chandeliers haut placés. C'est ça. Très, très classique. Oui. On pense aussi que est-ce que le jeune garçon aurait tenté d'attraper le chandelier là, en se lançant dans les airs du haut du premier étage? Donc, c'est aussi une hypothèse parce qu'on retrouve justement des morceaux de chandelier il est cassé à terre, par terre. Là, oui. On trouve aussi près de lui une trottinette, des ballons de soccer, apparemment qu'il y en avait plus qu'un, ainsi que Ocean, là, le chien de la famille.
La scène n'est pas évidente à analyser. Est-ce que le jeune garçon aurait trébuché sur un ballon du haut du premier étage, puis que Max serait tombé, mais le ballon aurait déboulé aussi? Est-ce qu'il aurait tenté de descendre les escaliers en trottinette aussi, peut-être? Moi, c'est ce que je pense. Là, Oui, on ne sait pas trop. Mais chose certaine, en regardant les plans de la maison, on peut voir que l'escalier part du premier étage et tourne à 90 degrés sur 3 paliers. Il est donc impossible, selon moi, de se blesser gravement en déboulant simplement l'escalier parce que il y a comme juste une dizaine de marches qui séparent chaque palier. Lorsque tu déboules quelques marches, tu tombes sur un palier. Tu sais, tu continues pas à débouler du premier étage au complet. Puis il y a comme un épais tapis aussi sur les marches, donc qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'une chute serait peut-être pas si fatale que ça. Là. Mais il est tombé d'en haut direct, j'ai l'impression. Oui, mais tu vas voir, c'est bizarre aussi parce que faut qu'il ait passé complètement par-dessus la rampe là, depuis le premier étage. Là. Donc, il y a une rampe, évidemment, au premier étage pour nous protéger justement de tomber, qui fait une hauteur normale là, qui arrête un peu plus haut que les hanches d'un adulte. Là. Donc, pour un garçon de 6 ans, c'est pas la gravité qui va le faire basculer, c'est vraiment, il faut que lui aille sauter là, ou quelque chose comme ça. Ben, j'ai l'impression qu'il faisait de la trottinette en haut, il a perdu pied, ou il s'est enfargé dans le chien. Puis dans le fond, il est tombé, puis en tombant, il s'est accroché dans le chandelier. Parce qu'il a l'air, avec la photo, c'est comme s'il était par-dessus. Mais c'est pas une photo, là. Ben, ouais, ce que j'ai mis, parce que moi, puis Sam, on regarde un document en écrivant, en enregistrant le podcast, puis il y a un genre de... vous pouvez le trouver facilement sur le net. Une simulation qui a été faite en 3D sur possiblement ce qui aurait pu arriver à Max. Là. Donc, c'est comme s'il courait sur le premier étage, mais que là, étrangement, il bifurquait sur le côté. Ouais, c'est vrai que c'est puis qu'il basculait sur la rampe d'escalier, s'accroche dans le chandelier, se cogne sur l'autre rampe pour terminer sa chute là, par terre. Là. Mais c'est pas impossible, là. Mais c'est spécial comme chute. Là. C'est vrai quand même, mais je n'arrive pas à comprendre. En tout cas. Puis moi, je voulais aussi attirer ton attention, Seb, à ce que Rebecca pouvait vouloir dire lorsqu'elle criait là, dans l'appel au 911. En fait, c'était pas pendant l'appel du 911, c'était lorsque les secours sont arrivés, Elle criait de ne pas ouvrir cette porte. Tu sais, est-ce que Rebecca, elle tentait de cacher quelque chose ou est-ce que, par exemple, une hypothèse que j'ai vue sur Reddit qui était intéressante, c'est est-ce que, par exemple, elle aurait placé le chien dans une autre pièce et qu'elle souhaitait pas qu'il sorte, tu sais? Je sais pas trop, là, pour pas déranger. Ou qu'elle voulait pas ouvrir la porte à n'importe qui, compte tenu de ce qui est arrivé. On dit que c'est à ça que parce que là, t'as les secours qui frappent à la porte, qui arrivent, puis elle gueule ça, tu sais. Mais elle les a appelés, c'est ça qui est drôle. Fait qu'elle devait pas parler d'eux. Elle devait parler d'autre chose dans une autre porte. Ah, OK. Ah, ouais. Ouais, peut-être. L'hypothèse du chien, peut-être qu'elle l'avait mis dans un autre. Je sais pas. Ça peut être une bonne théorie, mais je sais pas. Max a été transporté en ambulance au Rady Children's Hospital et se trouvait dans un état critique aux soins intensifs avec ses parents Dina et Jonah là, qui étaient à son chevet. Les fractures du visage et les lésions de la moelle épinière ont affecté sa respiration et son rythme cardiaque. Il a dû tellement souffrir, ça n'a pas de sens. Hein. Rebecca était chargée d'aller chercher Nina Romano, qui est la sœur jumelle de Dina, là, l'ex-femme de Jonah, à l'aéroport. Selon Nina, Rebecca se comportait de manière étrange et répondait de manière évasive aux questions qu'elle posait concernant la chute de Max. Selon Nina, ses préoccupations ont été mises de côté en raison de l'horrible situation de Max. Tu sais, je comprends là, que peut-être que Rebecca elle devait être totalement en état de choc là, avec ce qui est arrivé. Oui. Le lendemain, Rebecca est allée également chercher le jeune frère de Jonah, Adam Shacknai, à l'aéroport. Puis quand on dit jeune frère, c'est quand même il y a une soixantaine d'années. Oui, il est juste plus jeune que lui. Exact. Elle va aussi reconduire sa sœur Xena à l'aéroport pour lui épargner cette situation délicate, là, la jeune sœur qui était témoin et présente lors de l'accident. Elle s'organise aussi avec un service de garde pour animaux afin de faire garder Ocean, le chien, pendant la durée des soins de Max à l'hôpital. Donc elle gère vraiment tous les à côté. Incroyable. Hein? Max est toujours sous assistance respiratoire aux soins intensifs, mais on pense que son état est stable, voire en voie d'amélioration.
Adam, Jonah et Rebecca ont soupé ensemble dans la soirée du 12 juillet 2011. Jonah est retourné à l'hôpital pour être aux côtés de Max, tandis que Adam et Rebecca se sont retirés au manoir Sprickles. Adam a accepté de rester dans la maison des invités qui est située un petit peu plus loin sur le terrain du manoir. Rebecca, elle s'est donc retrouvée seule dans l'énorme maison. Adam déclare avoir pris un somnifère et s'est endormi vers 20 heures le 12 juillet. De son côté, Jonah est resté au chevet de son fils et tente d'obtenir une chambre au manoir Ronald McDonald qui vient en aide aux familles d'enfants malades, mais il doit plutôt se trouver une chambre d'hôtel puisque le manoir est plein à cette date-là. Évidemment, l'accident de Max éveille plusieurs soupçons, c'est tellement étrange. Les enquêteurs ont certains doutes sur la cause des blessures, mais selon eux, une chute comme ça est plutôt inhabituelle comme cause de détresse respiratoire. Ils évoquent aussi la possibilité qu'un acte criminel ait causé l'accident de Max. Malheureusement, celui-ci est trop mal en point, il ne peut pas parler, pour apporter une quelconque clarification sur les causes de sa chute. Tu sais, Emile, je me demande aussi ce qu'il voulait dire en mentionnant le nom de Ocean lorsque Rebecca est arrivée sur la scène. Oui. Pourquoi il appelait le chien, tu sais? Comme je te disais, est-ce que le chien l'a fait trébucher? Est-ce que dans son parcours en trottinette ou peu importe, il a tenté de l'éviter ou il a juste mentionné son nom en sachant que les enfants, souvent on le sait, ont tendance à se réconforter en appelant leur animal de compagnie ou du moins en nommant leur nom là, quand ils vivent des situations stressantes. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses par rapport au chien? Oui, c'est sûr que c'est les dernières paroles de Max, en fait. C'est le nom de son chien, hein, donc c'est important quand même dans l'affaire. J'ai l'impression aussi que les enfants aussi vont rapidement jeter le blâme sur ce qui a causé un accident ou une faute ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai l'impression que ça se pourrait que peut-être Ocean ait quelque chose à voir là-dedans. Oui. Peut-être qu'ils couraient les deux ensemble en haut, puis que un a eu peur ou il l'a trébuché sur l'autre. Donc, c'est un peu... c'est un peu ce que j'avais en tête, là. Mais j'avoue aussi que c'est vrai que peut-être dans une situation comme ça où il vient de vivre un gros choc, d'être près de Ocean, d'être près de son chien, puis de le nommer, peut-être que ça peut y amener du réconfort. Oui, exact. Mais je pense que j'ai l'impression qu'il est impliqué dans tout ça. Dans l'accident. Pauvre Ocean et pauvre Max. Donc, Max est toujours à l'urgence le 12 juillet sur son lit d'hôpital, accompagné de son père. Et comme on l'a mentionné, Rebecca est seule au manoir Sprickles ce soir-là. Adam, lui, il est dans la maison des invités, parce qu'il y a une maison des invités là, qui est adjacente là, sur le manoir Sprickles. Dina et Nina, eux, là, les deux sœurs jumelles, sont dans la maison de Dina, qui est elle aussi située à Coronado. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu se rendre aussi rapidement à l'hôpital et tout ça. Et tout près du manoir Sprickles, là, à quelques pâtés de maison. La famille est un peu sur le qui-vive quant à l'avenir de Max, à savoir là, s'il va s'en sortir. Toutefois, même si les choses semblent être plutôt calmes ce soir du 12 juillet, un événement inattendu va survenir et toute cette histoire va prendre une tournure que personne jusqu'à présent n'avait imaginée.
13 juillet au petit matin, vers 6h45, Adam Shacknai se réveille dans la maison des invités au manoir Sprickles et se dirige vers la maison principale pour obtenir un café. Lorsqu'il entre dans le hall extérieur du manoir, selon sa version, il remarque une scène extrêmement troublante. Il trouve Rebecca Zahau pendue au bout d'une corde depuis le balcon du premier étage, inconsciente et entièrement nue. La scène est frappante et digne d'un film d'horreur. Fou, là. Il appelle tout de suite le 911, selon sa version, évidemment. Oui. Pendant l'appel, on entend Adam Shacknai aller chercher un couteau dans la cuisine de la maison afin de couper la corde sur laquelle est pendue Rebecca et tenter de la réanimer. Celle-ci a un t-shirt bleu dans la bouche, là, comme si quelqu'un lui avait mis ça, lui avait enfoncé pour la faire taire ou l'étouffer. De plus, elle a les pieds ligotés à la cheville et les mains attachées derrière son dos. Étrangement, quand Adam s'adresse au répondant du 911, il indique tout de suite qu'il vient de trouver la conjointe de son frère qui s'est pendue elle-même. Ça ne te semble pas un peu prémédité, Seb, là, pour Adam de faire une telle conclusion tout de suite? Surtout que, soyons clairs, là, la scène à premiers abords n'a pas l'air tant que ça d'un suicide. Là. Non, c'est précipité vraiment. Là. Comment tu peux... Tu sais, je comprends qu'une pendaison, généralement, c'est pour se suicider, mais il est comme tout de suite allé à cette conclusion-là. Mais quand tu vois la scène, c'est quasiment impossible qu'elle ait pu faire ça non. tout seul. Là. Puis je vais vous faire entendre le début là, de l'appel parce que vous allez voir, sinon c'est très long. Vous pouvez le trouver sur le net parce qu'il va chercher un couteau pour couper Rebecca. Vous allez voir, à un certain moment donné, il lui demande, le répartiteur au 911, la répartitrice, lui demande justement quelle est l'adresse de la maison. Puis il y a énormément de misère à la trouver. Ça prend à peu près 2 minutes avant qu'il réponde. Mais vous allez voir, on va en reparler tout de suite après. Emergency, what are you reporting? Yeah, I got a girl hung herself in the guest house it's on Ocean Boulevard across from the hotel, same place that you came and got the kid yesterday. Okay, sir, what is the address? I'm not sure. The back house is 1928 something. I'm not sure. Let me call you back. Okay, sir. Is she still alive? I don't know. Okay. Tiens, je vous épargne la suite. Il y a plusieurs trucs étranges dans cet appel-là. Seb, je sais pas ce que t'en penses. Tu sais, si vous avez pas bien compris, il commence en disant Yeah, I got the girl. She hung herself in the guest house. It's on Ocean Boulevard at the same place where you got the kid yesterday. Ouais. Donc, tu sais, il parle de sa belle-sœur, en fait, là, qu'il trouve pendue dehors dans le manoir. Là, une image vraiment frappante. Puis il l'appelle la fille. Tu sais, hey, j'ai trouvé la fille pendue derrière sur le balcon. Tu dis ça au répartiteur 911. Ça n'a pas de sens. Ça lui dit quoi, la fille? Puis il lui dit, à la même place où vous êtes allé chercher le kid, le garçon, hier, tu sais, en faisant référence à Max. Oui. Mais, comme c'est un petit village. Puis oui, le répartiteur 911, lui, le kid, la fille, tu sais, nomme des noms, exprime-toi un peu, là, tu sais, donc ça en dit un peu long, on dirait, sur la personnalité de Max lorsqu'il fait lorsqu'il fait cet appel-là. Là. Les secours arrivent quelques minutes plus tard et Adam est en train de tenter de réanimer Rebecca, là, même si la rigueur mortis s'est installée depuis plusieurs heures déjà. Là. Oui. Les secours ne tenteront pas de la réanimer tellement il est clair à ce stade qu'elle a succombé à sa chute. Mais Adam, lui, étrangement, continuait de faire les soins d'urgence à Rebecca. Là. La famille de Rebecca est mise au courant et elle est dévastée par la nouvelle. Elle ne comprend rien à ce qui s'est passé là, dans toute cette soirée-là. Selon sa sœur Mary, avec qui elle entretenait une relation très proche, elle se textait chaque jour, elle n'avait pas de comportement ni de tendance suicidaire. Elle n'était pas dépressive non plus et semblait en bonne forme physique et mentale. Ceci dit, elle vivait des moments difficiles avec Jonah, aussi avec son ex-femme, l'ex-femme de Jonah, Dina, ainsi qu'avec les enfants parfois.
Sarah et elle se confiait beaucoup à Mary. Mais celle-ci ne croit pas que Rebecca aurait commis l'irréparable. Surtout qu'en fait, Rebecca et sa sœur Xena sont celles qui ont appelé les secours là, le plus rapidement possible lorsque la chute de Max est arrivée. Et en quelque sorte, elle lui a sauvé la vie là, d'une certaine manière parce qu'ils l'ont ramené à l'hôpital tout de même en vie. Est-ce que cet événement peut pousser quelqu'un au suicide? Bonne question. Mais avant d'aller plus loin là, dans la description de la scène, Seb, peux-tu nous parler un peu plus là, de qui est Adam Shacknai, le frère de Jonah? Oui, je vous en parle. Adam Shacknai est le jeune frère de Jonah qui est 6 ans plus jeune que lui. Les deux frères entretiennent une bonne relation, même s'ils habitent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Alors que Jonah habite en Californie, Adam, lui, habite à Memphis, au Tennessee. Il occupe un emploi de pilote de bateau remorqueur sur le Mississippi. C'est drôle parce que dans l'histoire de c'est pas Janet Potter, Michelle Carter, il faisait le même métier, je pense, malheureusement, le gars qui s'est suicidé. Là. Donc, je trouvais ça drôle parce que c'est pas des métiers communs. Je trouvais que c'est un drôle de hasard. Cela fait en sorte qu'il part généralement pendant de longues durées. Il travaille généralement 28 jours en ligne pour par la suite obtenir 28 jours de congé. Alors que Jonah est un homme d'affaires sérieux et posé, Adam a un peu moins de finition. Il a un langage un peu plus grossier, il a moins de manières, puis il perd plus facilement son calme. Ouais. Il ne sera d'ailleurs pas très ébranlé par la mort de Rebecca. Il va tomber assez rapidement sur la défensive sans trop montrer d'empathie par rapport à sa mort. Je vais vous faire part de ces détails parce qu'ils sont très importants afin de mieux comprendre le personnage. Ceci dit, il ne connaissait pas très bien Rebecca au moment des faits. Il ne semble pas que les deux se soient rencontrés bien souvent avant. Il va d'ailleurs appeler son frère Jonah au matin du 13 juillet pour lui annoncer la mort de Rebecca. Il lui dira d'emblée que Rebecca s'est suicidée. Ce à quoi Jonah lui répondra « Asian Honor », donc « honneur asiatique », en référence au fait qu'elle aurait mis fin à sa vie à la suite de la chute de Max par culpabilité et honneur. On se reparlera là, de cette conversation-là un peu plus tard, mais c'est une drôle de réaction pour un homme que sa blonde vient de mourir, je trouve. Comme si tout s'expliquait aussi rapidement. C'est ça, de façon détachée. Ça aussi, je trouve ça... Ben, apparemment qu'il était quand même sous le choc un peu, là, Jonah, là, tout de même. Mais ça a été son premier réflexe. Tout de suite, ils ont pensé suicide à l'instant même. Mais ça a l'air d'être quelqu'un qui est très cartésien là, des choses qu'on peut interpréter aussi. Là, je pense qu'il premier degré. Oui, c'est ça, il range les choses dans une boîte. Puis... Sinon, on revient sur la scène de crime ou encore du suicide, on remarque plusieurs détails troublants que l'on va analyser tous ensemble. Tout d'abord, on ne parle pas ici d'une pendaison classique, là. Par exemple dans un garde-robe ou à partir d'un plafond là, debout sur une chaise, comme dans la majorité des cas. Là. On parle ici d'une pendaison de style exécution, où la victime a plongé d'une dizaine de pieds du haut du balcon. On va voir ce type de pendaison là, dans des cas d'otages de groupes terroristes, par exemple. Ce n'est pas un style de pendaison que les enquêteurs sont habitués à voir. Dans des cas comme celui-ci, il y a énormément de pression qui a été mise sur le cou de la victime. En plus de ça, Rebecca est complètement nue et elle semble être décédée il y a plusieurs heures. Oui, puis c'est vrai ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est rare. En fait, ça arrive très rarement que les suicides par pendaison sont faits de cette façon-là. Là. C'est une longue chute quand même là, pour se pendre. Là. Quelque chose de très théâtral là-dedans aussi. Oui, vraiment. En plus de ça, Rebecca était complètement nue et elle semble être décédée il y a plusieurs heures. La rigidité cadavérique était bien installée dans sa mâchoire, ce qui fait en sorte qu'elle est décédée il y a au moins 3 heures avant sa découverte là, à 6h45 le matin du 13 juillet. Il y avait aussi un peu de sang qui aurait coulé le long de sa cuisse. Son corps serait bien sûr soumis à une autopsie complète. Elle avait un T-shirt bleu à manches longues enfoncé dans la bouche, T-shirt qu'Adam a enlevé quand il a coupé la corde. Le T-shirt était noué 3 fois autour de son cou et sa tête, et les 2 manches étaient nouées elles aussi et enfoncées dans sa bouche. La corde en question qui a servi à l'acte est une corde rouge de tout usage qui peut servir pour des activités nautiques là, légères comme du kayak par exemple. Ce n'est pas une lourde corde à bateau.
Elle a tout de même tenu le coup lors de la chute de Rebecca. Après quelques recherches autour de la maison, il semblerait que cette corde se trouvait dans un petit garage adjacent au manoir. Les nœuds utilisés seront propices à de nombreux débats éventuellement. Mais tout en étant plutôt simples, ils semblent être des nœuds assez communs là, dans le milieu nautique. Mais ce ne sont pas des nœuds hyper spécialisés. Là. Quelqu'un qui n'est pas du milieu nautique pourrait aussi bien les maîtriser. Il ne faut pas oublier que Rebecca est aussi une grande sportive et qu'elle pratique certains sports nautiques avec Jonah. Rappelons-nous que ces deux chevilles sont attachées ensemble et que ces deux poignets le sont aussi derrière son dos et qu'elle était bien sûr attachée au cou avec cette même corde rouge. Là. Oui. Si vous voulez voir vous irez googler ça là, pour voir les images. Là, c'est assez frappant là, de toute son installation, là, du moins sur elle, des cordes et tout ça. Là. Oui, évidemment, c'est des images qui sont floutées, là, oui, tu sais. oui. Mais oui, c'est une mise en scène assez impressionnante, là. De un, tu sais, se pendre en se lançant au bout d'un balcon, faut calculer la longueur de la corde, tu sais, il y a des choses à faire quand même au préalable. Là. Puis les pieds, les poignets attachés, le chandail, vous savez, tu sais, il était vraiment enroulé autour de sa tête, donc c'est vraiment comme si c'était une prisonnière un peu, là. Il y a quelque chose d'un peu, justement, d'exécution, là, qui rappelle une exécution vraiment sauvage. Là. Oui, vraiment. Ça ne peut pas s'être fait ça elle-même, bref. Vous allez voir, ça ne se termine pas ici, là. Lorsque les enquêteurs entrent dans le manoir et montent au second étage, là où se trouve la chambre de Rebecca, d'où provient le balcon, ils y trouvent une scène qui les laisse complètement perplexes. Dans la chambre, écoute bien ça, Seb, là, la corde est attachée à la base du lit et elle se dirige sur le balcon où la porte est ouverte. On trouve au sol 2 couteaux, dont un qui présente des marques de sang sur la lame, mais aussi sur la poignée. Là. Apparemment que sur tous les côtés du couteau, on retrouve du sang. Évidemment, ces pièces à conviction-là vont être envoyées au labo pour des tests d'ADN, tout comme le corps de Rebecca pour l'autopsie. On y trouve aussi 2 pinceaux, ainsi qu'une étrange phrase peinte sur le mur de la chambre. Et quand je dis pinceaux, c'est des pinceaux artistiques. Là. C'est pas des pinceaux pour peindre un mur. Là. Et on trouve cette phrase-là écrite en peinture noire. Et on peut y lire « She saved him, can you save her? » Donc en français, « Elle l'a sauvé, pouvez-vous la sauver, elle? » Et je tiens à le dire, il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de la phrase. Et ce message-là, écrit à la 3e personne, éveille de nombreuses questions auprès des enquêteurs. Évidemment que l'accident de Max est clairement référé ici, là, puisqu'on parle d'un événement qui est arrivé il y a moins de 2 jours, dont un nombre très infime de personnes est au courant. Là. Ça semble indiquer là, que les 2 événements sont liés et que quiconque impliqué dans la mort de Rebecca provient du petit cercle familial présent là, au chevet de Max. Là. Donc c'est quand même étrange. Là. Je vous le rappelle, c'est « She saved him, can you save her? » Donc, si le « She saved him » fait référence à l'accident de Max dans l'escalier, où Rebecca l'aurait sauvé d'une certaine façon, à quoi fait référence le « Can you save her? » Est-ce que Rebecca aurait pu être sauvée? Ou est-ce qu'il s'agit d'un meurtre déguisé? Est-ce qu'au contraire, Rebecca aurait écrit ces mots-là elle-même et que le suicide serait déguisé en meurtre? Donc, on ne sait pas si on dirait un suicide déguisé en meurtre ou un meurtre déguisé en suicide. Là. Oui, effectivement. Ça fait très tueur en série ou encore culte satanique là, d'écrire des mots comme ça. Là. Ou est-ce que c'est Dieu qui peut la sauver? T'sais, est-ce que c'est une connotation religieuse à ce message-là aussi? Oui, effectivement. C'est vraiment étrange. Le matériel de peinture était rangé dans une armoire là, près de la chambre et un tube de peinture noire a aussi été retrouvé au sol dans la chambre de Rebecca. Ouais. Le balcon en question était très sale, il était poussiéreux, là, ce qui correspond à la saleté retrouvée aussi sous les pieds de Rebecca qui aurait marché sur le balcon. Et sur le même balcon, on y a trouvé des traces de pieds nus qui sont cohérents avec la manière dont les 2 pieds étaient attachés ensemble. Ouais.
D'autres traces de bottes présentes sur le balcon ont éventuellement été identifiées, mais à un policier qui était monté à la chambre là, pour chercher des indices. Sur le balcon, il y a aussi une rampe de sécurité qui était elle aussi très sale. On voit que la poussière est dégagée là, sur un espace correspondant environ à la taille du torse de Rebecca, là, comme si elle avait plongé tête première en basculant sur la rampe du balcon. Là. Donc vous voyez, c'est une scène assez étrange. Je ne sais pas si c'est une scène de crime ou une scène de suicide, mais les policiers n'ont pas vu ça souvent, une scène comme ça. Là. Oui, non, avec tous ces éléments-là. Rappelons-nous que Rebecca était complètement nue là, et tout laisse croire qu'elle venait de prendre une douche avant les faits. Donc une serviette était jetée sur le plancher et on a trouvé quelques gouttes de sang sur le tapis aussi. Toutefois, il semblerait que Rebecca avait ses règles menstruelles cette semaine-là, donc il est possible que les gouttes, en fait, il est fort probable que ces gouttes-là soient du sang menstruel et que ce soit ce sang-là aussi que se soit retrouvé possiblement sur sa cuisse. Ouais. Une expertise scientifique va aussi être faite auprès de la scène pour essayer de trouver de l'ADN et autre chose. Là. Entre-temps, le 16 juillet, malheureusement, le petit Max va succomber à ses blessures à l'hôpital et va décéder en raison de dommages au cerveau et de dépravation d'oxygène. Donc, triste. Très triste, encore une fois. Toute la famille va être vraiment sous le choc d'apprendre ce décès qui était complètement inattendu parce que tout le monde avait l'impression qu'il allait survivre. Là, c'est une chute en bas des escaliers. Ça semblait un peu anodin et personne n'avait réalisé la gravité de l'accident. Et donc là, ça va jeter encore plus un nombre de malheurs sur la famille et sur le manoir aussi, qui a comme vécu 2 décès en presque 2 jours. Il est important d'ajouter que malgré les relations parfois tendues entre Rebecca et la famille de l'ex-femme de Jonah, là, Dina, Nina et les autres, et malgré le fait qu'ils auraient aimé avoir plus d'explications de la part de Rebecca sur l'accident de Max, ils ne l'ont jamais tenu responsable de sa chute. Hein. Ils l'ont jamais, ils n'ont jamais parlé dans son dos comme quoi elle l'aurait fait ou quoi que ce soit. Et lorsque questionné par la police, aucun d'entre eux a affirmé croire que Rebecca avait volontairement fait du mal à Max. Là. Donc, il semblait pas, du moins à ce moment-là, avoir de rancœur envers Rebecca. Là. Oui, exact. Ça planait pas, du moins, dans exact. l'air. Si, par exemple, Max était mort avant que Rebecca meure, là, il y aurait peut-être plus apparence de autre. Là. Il est essentiel dans un cas comme celui-ci de porter une grande attention aux preuves numériques là, qui racontent parfois, on le sait, là, une toute autre histoire. Il y a eu beaucoup de va-et-vient auprès des familles présentes pendant ce court laps de temps. Il y a eu beaucoup de textos échangés et d'appels téléphoniques qui ont été logés entre les membres des Ahau, des Shacknai et aussi auprès de la famille de Dina. Tout au long de la soirée du 12 juillet, le jour, du moins la veille de la mort de Rebecca, celle-ci va être en étroite communication avec Jonah qui est au chevet de Max. À partir de 16h50, des appels vocaux vont s'échanger entre les deux. Jonah va la tenir au courant de ce qui se déroule à l'hôpital via de courts appels. Entre 20h et 22h le 12 juillet, les enregistrements des téléphones portables montrent que Rebecca envoyait des textos et téléphonait à sa sœur aînée, Mary, qui est située dans le Missouri. Un de ces appels a duré 27 minutes selon les registres. Xena, la sœur de Rebecca, qui est âgée de 13 ans, qui était également présente là, dans la maison là, au moment de la chute de Max, était rentrée par avion là, au domicile familial dans le Missouri là, auparavant. Le dernier contact de Mary avec Rebecca a eu lieu à 21h50 le 12 juillet. Mary rapporte que Rebecca semblait être elle-même pendant cet appel et que Rebecca a déclaré qu'elle appellerait Mary le lendemain. D'après Mary, Rebecca avait également prévu de rendre visite à sa famille dans le Missouri en septembre ou octobre de cette année-là. Donc, tout semblait bien aller là, dans les conversations, dans le discours. Elle n'avait pas de tendance suicidaire ou quoi que ce soit. Là. À 22h48, Rebecca a reçu un message texte de Nina Romano, la sœur jumelle de Dina, indiquant que Nina voulait passer au manoir Spreckles et parler à Rebecca de la chute de Max. Lorsqu'elles ont été interrogées à ce propos, Nina indique qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions envers Rebecca, mais sachant qu'elle logeait tout près du manoir, elle suggérait de passer la visiter pour en parler.
Drôle d'heure, là, quand même, là, à cette heure-là, pour parler de ça. Je comprends pas pourquoi elle n'a pas attendu au lendemain. Là. 22h48. C'est ça, là. Rebecca n'a pas répondu à ce message. À minuit 50, le 13 juillet, les enregistrements du téléphone portable montrent que Rebecca a écouté un message vocal et l'a ensuite supprimé. Il s'agirait d'un message laissé à Rebecca par Jonah, l'informant que l'état de Max s'aggravait et qu'il ne devrait pas survivre. Il s'agit d'un changement par rapport à la croyance selon laquelle là, l'état de Max s'améliorait ou du moins était devenu stable. Jonah lui-même a confirmé que c'était le contenu du message vocal de minuit 50. Cependant, la police n'a jamais confirmé cet élément-là. Ce message vocal n'a pas pu être récupéré par les enquêteurs. Selon eux, ils n'ont pas initialement allumé le téléphone portable de Rebecca parce qu'ils avaient peur d'écraser des données importantes contenues dans le téléphone, car le téléphone de Rebecca est un nouveau modèle qu'ils ne connaissaient pas. Ben oui, c'est drôle d'excuse. Oui, on est en 2011 quand même, tu sais, ça... Ouais. C'est vrai que, tu sais, en 10 ans, il s'en passe des choses, mais même en 2011, il ne voulait pas rallumer le téléphone en ayant peur de briser quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu t'effaces un message vocal, c'est pas toujours évident à récupérer. Ah non, il doit être juste sur les serveurs de la compagnie téléphonique, puis je me demande combien de temps qu'ils conservent ça aussi. Ouais. Je veux dire, imagine, à un moment donné. Non, je peux comprendre effectivement le comportement des policiers, mais il y a tellement de drôles d'histoires qu'on dirait que je doute toujours un peu de ce qu'ils disent dans cette histoire-là. Donc, le contenu de ce message-là est simplement la seule idée qu'on a du contenu de ce message vient de Jonah. Qui nous l'a dit. C'est ce qui est important de retenir. Bien qu'il n'ait pas pu accéder aux messages vocaux supprimés, là, les enquêteurs n'ont même pas demandé à la compagnie de téléphone cellulaire de tenter de récupérer les messages vocaux supprimés sur leur serveur. Il y a eu quand même du laxisme. Là. La police a effectué une nouvelle recherche dans le téléphone de Rebecca le 21 septembre 2011 en utilisant une nouvelle technologie, mais a déclaré ne pas avoir pu obtenir de nouvelles informations lors de cette recherche. Il y a aussi 2 ordinateurs portables qui ont été retrouvés dans le manoir, dont un apparemment dans la chambre des invités. Tenez-vous bien, là, sur un des 2 ordinateurs portables, ils ont retrouvé l'historique de recherche sur Google avec des mots comme viol, sadomasochisme, pornographie asiatique et animé. Cette recherche aura été effectuée dans les 24 heures qui précédaient la mort de Rebecca. Il y a des vidéos pornographiques aussi qui ont été retrouvées sur cet ordinateur. La sœur de Rebecca stipule que sa sœur n'est pas du tout du genre à visionner ce type de contenu-là, et c'est pas le genre de secret qu'elle lui cacherait, là, car elles sont toutes les 2 proches là, avec sa sœur. Jonah, de son côté, a passé les dernières 24 heures au chevet de son fils, là, on le sait. Donc, il est peu probable qu'il ait eu le temps de chercher de la porno en deux visites là, au chevet de son fils. Donc, il ne reste pas beaucoup de suspects au manoir au cours des dernières 24 heures, à part Adam, le frère de Jonah. Oui, parce que c'est quand même des recherches qui sont assez éloquentes là, qui ont été effectuées dans les 24 heures. Le sadomasochisme, on pense justement aux nœuds autour des pieds, des mains de Rebecca, tout ça. Il y a quelque chose d'étrange là, qui s'est déroulé là. Un drôle d'hasard, disons. Là. Ben oui. Nous avons donc devant nous là, un véritable jeu de clous, le Seb, là, un peu un jeu de qui fait quoi d'une certaine façon, parce que le message sur la porte indique clairement, le message peint en lettres noires, indique clairement que la mort de Rebecca est liée à la mort de Max, mais il est très peu probable là, qu'un tueur en série rôde dans les rues embourgeoisées de Coronado. Là, donc, qui est-ce qu'on retrouve comme suspect si toute cette histoire est un meurtre, par exemple? On a Dina Shacknai, évidemment, l'ex-femme. On aurait tendance à penser à elle parce que, c'est l'ex-femme, il y avait des relations tendues avec Rebecca, tout ça. Mais la présence de Dina Shacknai au Children's Hospital pendant toute la nuit du 12 au 13 juillet a été confirmée là, par les vidéos de surveillance de l'hôpital. Ces allées et venues enregistrées dans le bâtiment ont rendu impossible sa présence au manoir Sprickles à tout moment entourant la mort de Rebecca. Par conséquent, elle a été éliminée de la liste des suspects. Là. Elle a fait beaucoup d'allers-retours. Je ne sais pas si elle fume la cigarette ou autre, mais elle semblait là, sortir assez souvent. Oui, souvent, exactement. Il y a aussi Nina Romano, la sœur de Dina, qui, on se rappelle, a texté Rebecca quand même assez tard là, le soir de sa mort. Là. Et un des rares témoins dans l'affaire,
un voisin du manoir, parce que oui, il y a un témoin, là, lui, il se promenait dans la rue et a aperçu une dame rôder autour de la propriété dans les environs de 23h, 23h30, le soir de la mort de Rebecca. Nina Romano a admis qu'elle était la femme en question. Elle a déclaré qu'elle était venue au manoir pour poser des questions à Rebecca sur l'accident de Max suite à son texto. Donc, non seulement elle avait texté très tard, mais elle s'était dit justement, la maison est pas trop loin, je vais y aller à pied. Et elle a rôdé un peu autour. Quand même un petit peu étrange parce qu'on n'était pas... c'était quand même à 23h le soir, là, mais bon. Elle a fait le tour de la propriété, frappant à la porte d'entrée, vérifiant si le portail était ouvert, avant de partir lorsqu'elle n'a pas obtenu de réponse de la part de Rebecca. Donc, c'est louche quand même, là, la petite visite à 11h du soir. Mais il y a un témoin qui a tout vu ça. Là. Oui. Dina, qui avait essayé d'aller la voir, on dirait que là, elle a délégué ça à sa sœur. Mais ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il y avait tant à discuter de si urgent en fin de soirée, là, pour que même la sœur aussi... s'y rend, il y a ça aussi. Oui, pour pas attendre au lendemain. C'est bizarre un peu, là. Et l'avocat de Nina, lui, a déclaré que les relevés de téléphone portable l'ont éliminé en tant que suspecte de la mort de Rebecca. Puis il y a aussi l'absence d'ADN, d'empreintes et autres preuves matérielles sur les lieux. Donc Nina et Dina ont été complètement éliminés. Mais ça, on en reparlera, là, des preuves d'ADN et tout. C'est sûr. Il y a aussi Neil Nalipa. C'est qui, lui? C'est l'ex-mari de Rebecca. Lui aussi, on l'a investigué, évidemment. L'ex-mari, parfois, peut être en cause. Et lui, en fait, il était en Arizona chez lui. Il se trouvait au gym au moment où tout cela s'est passé. Donc, il y a un alibi vraiment solide. Donc, il ne semble pas impliqué dans cette histoire. Il y a aussi Jonah Shacknai. Évidemment, on n'a pas le choix d'investiguer lui aussi, mais il n'a jamais été véritablement un suspect là, dans la mort de Rebecca. Là. Il y a la maison Ronald McDonald où il a réussi à passer la nuit, finalement, qui, eux, ont un système de vidéosurveillance qui ont montré que Jonah était là toute la nuit. Et les vidéos de surveillance de l'hôpital aussi. Donc, lui aussi a été complètement éliminé. Et là, bien sûr, il ne reste qu'un seul suspect qui n'a pas pu être éliminé par les alibis. C'est Adam Shacknai, donc le frère de Jonah. Adam, lui, n'a pas d'alibi, mis à part sa propre parole, sa propre histoire. Donc, il soutient qu'il s'est endormi vers 20h, 21h ce soir-là, après être rentré du repas qu'il a eu avec Rebecca et Jonah au restaurant. Selon lui, il se serait levé vers 6h, 6h30 le lendemain et aurait aperçu Rebecca pendue au balcon vers 6h45 et appelé les secours. Il se dirigeait vers le manoir pour se faire un café, mais j'ai entendu aussi des scénarios comme quoi, au contraire, il cherchait un café, donc un coffee shop, par exemple. Bref, ce serait la raison pour laquelle il était sorti de la maison d'invités. Détail intéressant, il a avoué plus tard s'être masturbé ce matin-là en visionnant de la pornographie sur son iPhone. Ceci dit, aucune caméra de sécurité n'était présente au manoir, donc il est impossible de vérifier tout ce qu'il a fait et de vérifier tous ses allées et venues sur la propriété. Il indique ne pas connaître réellement les types de nœuds qui ont été utilisés sur le corps de Rebecca, malgré son emploi de pilote de remorqueur bateau. C'est vrai. Mais bon, il a accepté de passer le test du polygraphe, mais le test s'est montré non concluant. Ceci dit, des experts indépendants l'ont examiné, puis il est clair qu'Adam réagissait très fortement aux questions en lien avec la mort de Rebecca. Donc, il y avait vraiment des hausses de sudation, d'augmentation de battements cardiaques, de même pour sa réponse. Mais malgré tout, on sait que le polygraphe, c'est controversé, c'est pas admis en cours. Lui, il a été jugé non concluant. Il y a un second test qui devait être planifié de polygraphe avec Adam, mais il n'a jamais eu lieu malheureusement. Au cours de l'enquête, une voisine du manoir Sprickles va avouer quelque chose aux enquêteurs. Elle a entendu une femme crier « Help me » en provenance du manoir le soir en question vers 23h30. Et là, ça ajoute un autre point d'intérêt à la timeline. Donc, il y a eu une témoin auditive qui, elle, est sûre, dur comme fer, qu'elle a entendu une femme crier à l'aide vers 23h30. Oui, absolument.
Les rapports médico-légaux vont commencer à sortir et aucun autre ADN ni empreinte autre que celle de Rebecca n'ont été trouvés sur les lieux de l'incident. Ce qui est quand même étrange. Même chose que sur son corps, car les résultats d'autopsie vont eux aussi arriver. Essentiellement, le médecin légiste a déterminé que la cause officielle de la mort de Rebecca était un suicide par pendaison. Le docteur Lucas déclare qu'il pense que les blessures de Rebecca sont compatibles avec une pendaison de type longue chute, donc qui est plus grande que 6 pieds de hauteur, là, dans la chute en fait, depuis le balcon du manoir Sprickles, qui a été mesuré à 9 pieds 2 pouces. Aucune vertèbre n'est brisée, ce qui est assez surprenant pour une chute de cette hauteur. Quand même. Effectivement. Là. Les résultats de l'autopsie ont révélé 4 cas de traumatisme crânien, au sujet desquels les enquêteurs ont exprimé diverses théories. Le médecin Lucas a déclaré qu'en raison des preuves, elle serait passée par-dessus le balcon dans une position non verticale. Elle a pu se cogner la tête sur le balcon ou sur le mur dans sa chute et s'égratigner là, sur des plantes. Intéressant aussi, les rapports toxicologiques ne montrent aucune drogue ou alcool dans l'organisme de Rebecca. Au niveau des tests d'agression sexuelle, il n'y a pas de fluide ou d'ADN d'une autre personne sur elle. On trouve toutefois des marques de peinture noire correspondant à celles là, qui ont été utilisées pour écrire sur le mur, là. Qui étaient entre ses cuisses, puis il y en a même aussi sur ses seins, un peu comme si, ah oui, ça c'était bizarre, comme si ses mamelons avaient été pincés, puis même twistés, là, tortillés, entre autres, parce que puis, c'est impossible en plus qu'elle pouvait s'être fait ça elle-même, là, si elle était attachée, en tout cas, c'est dur de repérer la timeline, mais le fait qu'elle avait de la peinture sur les seins, sur les mamelons, c'était assez étrange. L'heure du décès de Rebecca a été estimée à 3 heures du matin, le 13 juillet 2011. D'après les résultats de l'autopsie, le docteur Lucas donc pense que Rebecca était vivante lorsqu'elle est passée par-dessus le balcon. Ce qui est logique quand tu veux te suicider, mais en tout cas, il y a comme, je trouve qu'il y a un gap de 3 heures que j'ai de la misère à expliquer entre les appels Help Me puis sa mort à 3 heures et quelques, là, on dirait que... Ouais, ça c'est sûr qu'une différence, on en reparlera parce qu'il y a aussi une autre théorie, mais effectivement, la timeline, c'est pas toutes les timelines qui concordent, là. Si la dame l'a entendu crier à 23h30, si c'est bien Rebecca qu'elle a entendu, eh bien peut-être que la mort était plus vers cette heure-là, mais selon le médecin légiste, c'est plus vers 3h du matin. Mais est-ce que l'heure qu'il donne, c'est une heure minimum, par exemple liée à la rigueur mortis, là, à la rigidité cadavérique qu'on retrouvait dans sa mâchoire. Donc lui, il s'est dit 6h45 moins 3 heures à peu près. Je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Oui, je sais pas. C'est toujours des estimations quand ils peuvent pas le savoir exactement. Donc effectivement, puis c'est drôle, là, aucun ADN nulle part aussi, là, même sur elle. C'est bizarre. Oui, il y avait de l'ADN de Rebecca autour d'elle, mais il y avait pas son ADN à elle sur la corde. C'est aussi un peu bizarre si elle a noué tous ces nœuds-là. Exact. Le 2 septembre 2011, le bureau du shérif de San Diego, parce que c'est eux qui sont en charge là, de la région de Coronado, annonce la même conclusion que le médecin légiste. La mort de Rebecca est un suicide. Elle se serait pendue par remords après avoir appris via sa boîte vocale que l'état de Max s'aggravait. C'est la théorie vraiment qu'il propose. Elle aurait donc fait cette mise en scène entièrement par elle-même en allant chercher la corde dans le garage, inscrivant les mots sur la porte là, avec son kit de peinture. Elle aurait attaché la corde au lit en premier, après ça autour de son cou, et elle se serait elle-même lié les pieds. Ensuite, elle se serait relevée, elle aurait attaché le gilet autour de sa tête, enfoncé dans la bouche, et pour terminer, elle aurait pris la peine de concevoir le nœud là, de ses 2 mains par devant, en gardant un œillet ouvert pour ensuite passer sa 2e main derrière son dos afin de nouer là, le dernier nœud. Là. Donc, c'est pas évident. Par la suite, en sautillant par terre, puis en voyant pas grand-chose, parce qu'elle a le t-shirt sur le visage, elle aurait rejoint le balcon et elle se serait jetée la tête première en bas là, en basculant sur la rampe, complètement nue. La chute aurait causé sa mort, ainsi que les blessures là, sur son corps dont on vous a parlé.
Donc, ça, c'est la conclusion du bureau du shérif. Là. Donc, c'est particulier. Ça n'explique pas tout, non, si on peut dire. Inutile de vous dire que la famille de Rebecca, ainsi là, que des milliers d'internautes, sont choqués par cette conclusion. L'affaire sera donc conclue et traitée comme un suicide. Mais cette théorie ne tient pas compte des recherches Google sur l'ordinateur, de la peinture sur les parties génitales de Rebecca, ni des cris entendus par une voisine. Donc, rien de cette théorie ne semble plausible là, aux premiers abords. Là. Mais il y a aussi la thèse du meurtre, évidemment. Donc, la famille de Rebecca refuse la conclusion du bureau du shérif et entame des procédures judiciaires au civil pour accuser Adam Shacknai de meurtre. Excuse-moi de te couper, mais c'est moins commun ici d'avoir des poursuites au civil pour meurtre. En fait, même aux États-unis, il me semble que c'est rare qu'on... Ben, O.J. Simpson est un des cas notables. C'est vrai, c'est une poursuite civile. Ouais, comment dire, il était innocent au criminel, coupable au civil. Oui, c'est vrai. On va en parler un petit peu plus là, tout à l'heure du procès civil. Là. Il faut avoir des grands moyens, tu sais, quand même, d'une certaine façon. Il faut que tu payes tes avocats. Tu sais, je trouve ça drôle que c'est des poursuites qui sont faites souvent. Souvent, la seule chose que tu peux obtenir au bout de ça, c'est des dommages. C'est des dédommagements. C'est des dédommagements monétaires. Donc, tu payes tes avocats avec ça. Exact. En fait. Mais il y a un risque. Tu sais, oui. Je trouve ça audacieux. Bref. Donc, les démarches qu'ils vont poser là, vont prendre des années, évidemment, à se réaliser. Là. Ils prétendent plutôt qu'Adam, fantasmant sur les femmes asiatiques, aurait visionné de la porno ce soir-là, ce qui explique les recherches, et aurait accosté Rebecca à sa sortie de la douche vers 11h30 pour s'essayer avec elle. Devant son refus, il l'aurait attaqué et menacé avec un couteau de cuisine trouvé sur les lieux. Le sang sur celui-ci serait du sang menstruel, possiblement causé par une agression là, dans la zone vaginale. Ah oui. Il l'aurait par la suite étranglé, ce qui aurait causé sa mort, selon eux. Adam aurait par la suite maquillé la scène pour lui donner l'allure d'un suicide avec ce drôle de message inscrit sur la porte. Il aurait lui-même pendu Rebecca au balcon. Les traces de peinture sur le corps de Rebecca seraient aussi expliquées par cette théorie. Adam lui aurait causé en la manipulant et en l'agressant, cette blessure-là. Et le lendemain matin, il aurait appelé le 911 vers 6h45, comme lorsqu'on a entendu. Toutefois, rappelons-nous qu'il n'y a aucune preuve scientifique de sa présence sur les lieux, pas d'ADN, pas d'empreinte, pas de sang. Donc, s'il y a eu une lutte avec Rebecca, Rebecca est quand même en forme, peut-être qu'elle peut se défendre. Il n'y a aucune preuve de ça là, sur Adam. On suppose qu'il aurait sans doute porté des gants pendant l'acte, ce qui pourrait expliquer là, le manque d'empreintes. Aussi, cette théorie n'explique pas l'appel que Rebecca aurait logé à sa boîte vocale plus tard vers minuit 50 pour entendre le message de Jonah. Il faudrait à ce moment-là qu'Adam soit allé l'écouter à la place de Rebecca sur son téléphone à elle. Bon, c'est pas impossible non plus. Là, elle prend son pouce pour débloquer le téléphone. 2011, je sais même pas si tu avais cette technologie. Non, tu as raison. C'est vrai, je suis trop habitué. C'est sûr qu'il n'y avait pas la biométrie, effectivement, mais ça peut être quelque chose comme ça. Là. Non, c'est pas impossible non plus, mais c'est quand même vrai que particulier. Jonah refuse de croire, lui, que son frère Adam l'a fait et croit à la thèse du suicide là, dur comme fer. C'est en effet dur d'expliquer pour lui que le jour où son petit garçon est à l'urgence et se bat pour sa vie, son frère agressait sexuellement sa conjointe et l'assassine. Donc, effectivement, c'est un scénario assez extrême qui démontre un comportement là, de psychopathe assez intense là, et aucune sympathie pour son frère. Là. Oui, c'est vrai. Donc, c'est dur de faire la part des choses. Là. Jonah a d'ailleurs passé de drôles de commentaires au fil de l'enquête. Là. C'est intéressant d'y jeter un coup d'œil. Tout d'abord, quand il a appris que Rebecca était morte, il a tout de suite répondu avec Asian Honor, ce qu'on disait tout à l'heure, comme si c'était automatique pour lui. Un peu plus tard, lorsqu'il est en interrogatoire au bureau du shérif, il va mettre de la pression à la policière qui l'interroge pour que l'enquête se termine le plus rapidement possible. Il a même demandé à la policière de faire une déclaration publique pour le blanchir, puisque les actions de Médicis, sa compagnie, étaient alors en baisse à cause que l'affaire gagnait énormément de traction
réaction auprès des médias. Là. La policière lui a répondu que jamais les enquêteurs font de déclaration publique pour indiquer que quelqu'un n'est pas suspect dans une affaire. Là. Il va aussi dire à cette même policière que lorsqu'il a annoncé le suicide de Rebecca à son ex-femme Dina, celle-ci semblait presque jubilée de bonheur. Là. Tentait-il de jeter le blâme sur son ex-femme? Jonah a décidément eu un drôle de comportement dans toute cette histoire. Là. En 2018, donc 7 ans plus tard, la famille de Rebecca a entamé cette poursuite civile contre Adam et finalement les choses ont avancé. Là. Dans les poursuites, les défendants ne risquent pas la prison comme une poursuite criminelle. Il s'agit plutôt d'un procédé par lequel les victimes tentent d'obtenir réparation pour la plupart du temps de façon monétaire, comme je te disais tantôt, Seb. Ouais. Donc, il ne s'agit pas de prouver au-delà du doute raisonnable, mais plutôt, du moins dans l'État de la Californie, là, mais plutôt de prouver qu'avec les éléments présents sur la table, il y a plus de 50% de chances que le défendant ait commis le crime. Donc, tu vois la subtilité. Ouais. Et il y a 9 jurés sur 12 qui doivent s'entendre sur la décision, donc c'est pas unanime. Ouais. Donc, on peut y aller seulement avec les sentiments, là, d'une certaine façon. Mm-hmm. C'est particulier quand même. Ils vont présenter la thèse du meurtre telle qu'on l'a décrit il y a quelques minutes et réaliser une seconde autopsie en plus. Dans cette seconde autopsie, le médecin légiste soutient que Rebecca serait morte par une combinaison de choc à la tête et strangulation. Adam lui aurait infligé ses blessures avant de la lancer du haut du balcon. Après avoir délibéré pendant plusieurs heures sur 2 jours, le jury a rendu son verdict le 5 avril 2018 et par un vote de 9 contre 3, le jury de 12 membres a déclaré Shacknai responsable de la mort de Rebecca. Ouais. Donc la majorité a convenu que Shacknai a touché Rebecca avec l'intention de lui faire du mal avant sa mort et que c'est ce qui aurait causé la mort. Le jury a conclu qu'il fallait verser 5 millions de dollars à la famille de Rebecca, étant donné sa mort, et 167 000 $ pour le soutien financier qu'elle aurait pu apporter à sa famille. Rappelons-nous qu'il n'y a aucune preuve scientifique, encore une fois, liant Adam à la scène de crime. Donc, tout est circonstanciel dans ce procès-là. Le bureau du shérif a accepté de réviser le dossier et ils sont parvenus à la même conclusion qu'auparavant. La mort de Rebecca est un suicide et ils ne vont pas réouvrir l'enquête. Donc, c'est bizarre, tu sais, t'as le procès civil qui vient d'être gagné, mais t'as le bureau du shérif qui dit quand même que... Donc, c'est 2 paliers de justice qui ne s'entendent pas. Là. Dans une tournure surprenante des événements, au début de 2019, l'affaire civile contre Adam Shacknai a été rejetée avec préjudice. Le fait que l'affaire soit rejetée avec préjudice signifie que l'affaire a été rejetée de façon permanente. Donc, les plaignants ne peuvent plus présenter à nouveau la même demande au tribunal. En d'autres termes, la famille Zahau ne peuvent pas engager d'autres poursuites pour mort injustifiée contre Adam Shacknai pour le décès de Rebecca. Selon l'avocat de la défense, le rejet a annulé le verdict du jury, ce qui signifie qu'il n'y a pas de jugement légal. Donc, il n'y a rien qui dit que Shacknai a fait quelque chose de mal. Ouais. C'est comme si c'était jamais arrivé, dans le fond. Adam n'est pas considéré comme légalement responsable de la mort de Rebecca et n'a pas à payer de dommages et intérêts à la famille. Ceci dit, sa compagnie d'assurance a réglé une entente sans qu'il le sache avec la famille de Rebecca pour 600 000 $. Donc, c'est particulier quand même, là, tout ça. Je comprends pas tout ça, c'est ça. Puis, il ne faut pas oublier que Adam, son frère, est multimillionnaire, là, milliardaire, là, je pense même. Là. Ça me dégoûte un peu. Oui. C'est tout ça. Là. C'est clair. C'est un peu, Seb, ce qui conclut la chronologie des événements. Donc, on a une histoire qui est très, très difficile à résoudre, où il y a 2 théories qui sont vraiment prédominantes, c'est-à-dire le meurtre ou le suicide. Ouais. Et puis on disait, je pense que je disais ça plus tôt, on ne sait pas si c'est un meurtre maquillé en suicide ou un suicide maquillé en meurtre. Toi, est-ce que tu as une opinion là-dessus? Comment tu as trouvé ça, toi, te lancer dans cette histoire-là? Ah, cette histoire-là, c'est une des histoires qui m'a En fait, je pense savoir ce qui s'est passé, mais c'est tellement weird, cette histoire-là. Puis il y a de l'argent qui est relié en arrière de ça. Parce que il faut pas oublier que Jonah, quand tu es très, très riche comme ça, puis il est près des républicains au niveau politique, là, il contribue au...
c'est étrange. Tu peux avoir un impact sur le milieu judiciaire, puis même sur les policiers. Les policiers, le shérif. Ça, moi, on dirait que je suis pas capable de m'enlever ça de la tête. Je trouve ça... la conclusion a été trop... c'est une crème. Tu peux pas conclure un suicide. Vous regarderez les images, si vous voyez le documentaire, vous allez voir... je veux dire, c'est impossible. Quelqu'un se suicide pas comme ça. En tout cas, moi, j'y crois pas à la thèse du suicide du tout. Je suis convaincu que c'est Adam qui l'a tué. Je suis pas convaincu à 100% que les sœurs Dina et l'autre sont, même si elles étaient pas là, je suis pas convaincu qu'elles étaient pas au courant de quelque chose, ou même complices de loin, là. Tu sais, est-ce qu'elles allaient vérifier à la maison pour voir? Je le sais pas. Mais je crois aussi, ou peut-être le fait que Adam a juste voulu profiter de la situation, ça a mal tourné. Puis là, il a tout déguisé ça, là. Tu sais, moi, c'est un peu comme ça que j'ai l'impression, puis que la police, justement, avec le fait que Jonah est très riche et tout ça, j'ai l'impression puis qu'il voulait clore l'enquête. Tu sais, on ne sait pas là, tout ce qui s'est dit par en arrière et tout ça. C'est étrange. La police a bâclé aussi le travail un peu. Tu sais, c'est impossible qu'il n'y ait aucune ADN de récupérer, là. Ils n'ont pas fait une bonne... Dans le rapport, c'était des petites prises d'échantillons qui n'est pas normal dans une si grande scène. C'est ce qu'il avait dit. Fait que, je sais que le médecin légiste était arrivé très tard après. Il est arrivé comme, je pense, le soir à 22h. Le corps de Rebecca a été des heures, des dizaines d'heures au sol. Mon Dieu. Il y a quelque chose de drôle aussi là-dedans, d'étrange dans tout ça. Mais toi, comment tu vois ça? Tu penses-tu que c'est un suicide déguisé en meurtre ou un meurtre déguisé en suicide? Ben, c'est drôle, hein? Souvent, on se demande toujours la question, puis souvent, on a chacun une opinion différente. Moi, je sais pas où me situer, en fait, Seb. On dirait que, tu sais, si c'est un meurtre, mettons, là, comment expliquer que, tu sais, le tueur a eu tellement de temps puis tellement de soins mis dans la planification de ça. Pourquoi il a laissé un couteau sur les lieux du crime avec du sang dessus? Pourquoi il a laissé un pinceau là avec potentiellement son ADN? Il n'a pas laissé d'ADN, mais il a laissé des objets qui pourraient facilement avoir de l'ADN dessus. Là, oui. Donc, c'est con. Moi, je vais me faire... Vous allez me détester, les distordus. Puis toi aussi, Seb. Mais j'ai commencé à à m'intéresser à cette histoire-là en me disant, c'est impossible que ce soit un suicide, c'est impossible que c'est un suicide. Puis on dirait qu'avec le temps, je me dis que ça peut juste être ça, un suicide. OK. Parce que, tu sais, justement, à cause de ça, comment Adam, mettons qu'Adam, il n'est pas allé si souvent que ça à la maison à la maison des Shacknai, mais lui, Adam, là, il sait là, qu'il va trouver une corde dans le garage pour faire la mise en scène. Il sait que Rebecca range un kit de peinture dans son armoire à tel endroit. Pourquoi il n'a pas écrit ça avec autre chose que de la peinture? On dirait que j'ai... C'est vrai qu'il y a de la planification quand même. Il y a comme vraiment une certaine planification qui est importante, tu sais, puis les mots un peu poétiques écrits sur la porte, on dirait que ça me... je trouve que ça pourrait très bien venir de Rebecca aussi, qui était un peu artiste de son côté, mais apparemment que Adam aussi était un peu écrivain par temps libre. Okay. Donc, c'est important de le dire. Mais en même temps, je suis hyper déchiré, tu sais, parce que en même temps, je me dis, si c'est un suicide, ça n'a pas de bon sens comme suicide. Tu sais, il y a l'histoire du... lorsqu'on parle de Asian Honor, de suicide d'honneur, pour moi, ça fait presque pas de sens, tu sais, par culpabilité. Oui, je peux croire que, mettons, elle se sentait très coupable d'avoir, lorsqu'elle a reçu le message de Jonah, elle décide de mettre fin à ses jours. Je pense pas que dans un suicide d'honneur, on écrive un drôle de mot sur la porte, qu'on se mette complètement nu avec un chandail sur le visage, dans la gorge. C'est ça que je comprends pas. Puis pourquoi mettre tous ces efforts-là à nouer ses pieds, faut tout faire. Si c'est un suicide, faut que la personne fasse
tout dans un ordre hyper précis. Oui, exact. Parce que tu peux plus te nouer le t-shirt autour de la tête une fois que tu as attaché tes mains. Puis, donc, faut calculer la longueur de la corde pour pas t'effondrer par terre. Ouais. Si c'est un meurtre, ça, je peux mieux l'expliquer. Tu sais, tu vas tailler une corde d'une certaine grandeur, tu vas lancer la personne en bas, tu l'as peut-être déjà tuée à l'avance. Tu sais. Fait que même si elle tombe un peu par terre ou autre, mais quand tu te suicides, tu veux pas manquer ton coup. Tu sais. Non, exact. Malgré que le médecin légiste disait qu'elle était vivante, mais tu m'as dit que je doute pas que je doute. Là, mais c'est sûr que dans la thèse du suicide, elle était vivante. C'est logique, là, mais on dirait que... Donc, il y a aussi... je suis vraiment partagé. On dirait que j'ai tendance à me ranger un peu dans la thèse du suicide parce que je me dis, ça n'a pas de bon sens que Adam ait fait ça à son frère alors que son fils est aux soins intensifs en même temps. Mais tu sais, la peinture sur ses seins, près de ses organes génitaux, je le sais pas, c'est bizarre. Mais c'est ça qui est troublant, tu sais, même chose, le couteau avec du sang menstruel dessus, on ose croire qu'elle a peut-être été pénétrée avec le couteau, qu'elle a été agressée, donc il y a une apparence de crime sexuel derrière ça aussi qu'on peut pas nier, là. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est dur. Tu sais, je dis, je suis convaincu que c'est Adam, tu sais, je l'élimine pas à 100% la théorie du suicide, mais il y a trop d'éléments, tu sais. Tu veux-tu vraiment On dirait que moi, la nudité, je sais on dirait que la nudité, pour moi, c'est un autre élément que je comprends que c'est supposément un suicide d'honneur, mais tu veux-tu vraiment mourir nu devant tout le monde? Ben, c'est qu'il y a un caractère d'humiliation derrière ça, puis on en parlait tout à l'heure d'exécution. Ouais. Donc, tu sais, si quelqu'un qui veut s'arraquérir, là, ou je sais pas comment le dire exactement, mais va le faire avec justement plus d'honneur, tu sais, peut-être sans doute pas avec cette technique-là qui a l'air d'être une technique d'exécution d'otages terroristes. Oui, parce que c'est vrai que ça l'humilie, là, tu sais, le corps nu. Oui. Avec le chandail dans la bouche. Oui, le gagging. Ça ressemble plus à du sadomasochisme qu'autre chose. Mais ça serait qui? C'est ça exactement. Aussi, c'est pas Adam. Parce que moi non plus, ça se peut que ça soit pas lui non plus, là, puis que quelqu'un par hasard qui est passé par là, je le sais pas, ça arrive aussi, là, mais je le sais pas, c'est étrange, j'étais le seul dans la maison. Puis c'est bizarre, c'est vrai qu'on est en 2011, mais il y en avait quand même des systèmes de caméra puis de sécurité, mais je suis surpris dans une aussi grosse maison comme ça. Je suis surpris aussi quand même à l'époque, il n'y en avait pas. Parce que ça existait, là, pas nouveau. C'est bizarre, mais bon. Bref, les distordus, on vous remercie de votre attention pendant cette longue histoire, puis c'est à vous maintenant de nous dire ce que vous pensez de cette histoire-là. Dites-nous-le sur les réseaux sociaux, quelle est votre théorie, partagez avec nous. La meilleure place pour le faire, c'est notre groupe privé sur Facebook, Distorsion, le groupe de discussion, vous pouvez trouver ça. On est partout ailleurs sur Instagram, aussi sur Twitter, vous savez où nous trouver. Dans ce cas-ci, en fait, moi je salue les publications Reddit d'un certain Glitter Cheese qui a bien décrit cette histoire-là. On a consulté beaucoup de sources en Californie, du San Diego Tribune, aussi le documentaire Death at the Mansion de Oxygène en 4 parties. On va en parler dans l'after show, on va faire un peu notre analyse du documentaire. On l'a écouté. True Crime Deadline aussi, on fait un podcast là-dessus avec une entrevue avec Dina. On va en parler dans l'after show, c'est assez troublant aussi. Plein de podcasts qui ont été faits sur le sujet, ils sont pas tous bons, je vais pas tous les suggérer, mais il y en a plein. Donc, énormément de sources à trouver là-dessus. Dites-nous ce que vous en pensez. On vous remercie 1000 fois. On vous rappelle que Distorsion, c'est une création de moi-même, Émile Gauthier, et de Sébastien Lévesque à mes côtés. Le montage est réalisé par André Beaupré. La musique de cet épisode est de moi-même. Et puis là-dessus, Seb, je crois qu'il est temps de remercier nos chers membres Patreon sans qui Distorsion ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, je te laisse commencer et on termine avec le mot de la fin juste après. Un grand merci à Corinne C, Miguel A.L., Pierre-Olivier S., Juliette G. et Vincent G. Gros shout-out à Aurélie T, Joanie G, Olivier L, à Caroline et à Isabelle L. Je poursuis avec Laurent V, High Five, Laura D, beaucoup d'amour, Ludovic R, Émilie S et le ou la mystérieux Piqué N Lune.
Oh oui, je ne pourrais pas vivre sans Julie R, Inès, Julie B, Julie L, c'est la semaine des 4 Julie, Oui. Seb, et de Alice C. Et encore beaucoup d'amour pour Marion G, Geneviève G, Nicolas L, Annie P et Catherine B. Un gros shout-out à Jessica B, Laurence V, Sid Chili, shout-out à toi, Marie-Julie et aussi à Maggie M. Et on conclut avec Catherine B, Maxime P, Jennifer T, Cathy D et une autre Jennifer B cette fois-ci. Merci sincèrement à tous les membres Patreon, c'est très très apprécié. Oh oui, 35 Patreons remerciés aujourd'hui. Là, Oui, on remonte tranquillement, on remonte. Yes. Votre shout-out va arriver, ne perdez pas espoir. Oui, on garde le cap. Émile, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous, mon cher? Tenez-vous loin des hommes contrôlant la face pleine de botox. Oh oui. Tenez-vous loin.